aux activités de représentation des données, qui est importante. Donc, et une deuxième facette, on va dire, qui est bien détaillée dans la revue I2D, qui est la facette scientifique. La data visualisation est une science, on peut dire, et puis donc il y a un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à la question, mais pas uniquement dans le but de faire de la recherche fondamentale, mais aussi dans le but de pouvoir faire une exploitation pratique des données. Alors quelle est la place des professionnels de l'information que nous sommes dans le cadre de cette activité? Ça va être l'objet d'un échange avec vous durant cette table ronde qui va porter sur à peu près 4 thèmes que j'introduis très rapidement. Vous avez dû les voir sur l'invitation. Le thème de l'aspect vision de la data visualisation, qui est un thème que tout le monde connaît, qu'on a vu, qu'on voit dans la revue, qu'on voit dans des projections scientifiques, qu'on voit aussi en matière de veille, mais parfois qu'on voit aussi dans des domaines un peu inattendus, comme les films de science-fiction ou les films policiers, etc. Enfin, des choses comme ça, où on voit des enquêteurs qui arrivent à trouver les méchants grâce à des systèmes qui finalement sont de la data visualisation. Alors je sais bien que les scientifiques sont pas toujours contents quand on utilise le terme data visualisation associé à la science-fiction, mais d'un point de vue personnel, je vois souvent des exemples comme ça, et de choses qu'on voit par ailleurs émerger aussi dans les laboratoires. Il y a aussi l'aspect de la data visualisation par rapport à ce qu'on appelle le canevas des compétences. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on peut retirer de la data visualisation dans nos compétences? Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer? C'est un sujet qui est important, puis je pense qu'en termes de formation professionnelle, la DBS doit s'intéresser à cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect du principe de réalité qu'on a appelé du bruit et du travail. Donc c'est important aujourd'hui avec les outils en particulier qui sont à notre disposition, puis peut-être que nos intervenants donneront des exemples. Je pense que c'est devenu un petit peu à la portée de tout le monde de faire un peu de la data visualisation d'un point de vue technique. Donc il y a un certain nombre d'outils, je prends cet exemple-là, mais il y aura d'autres visions, un certain nombre d'outils qui permettent de le faire, qui sont assez faciles d'accès et qui peuvent s'avérer redoutables dans les mains de professionnels. Et puis d'autre part, il y a un élément qui est important aussi, sur lequel on attend beaucoup de nos intervenants, c'est l'aspect retour sur investissement, parce qu'effectivement la data visualisation, c'est une activité, si on la pratique, c'est bien pour obtenir des résultats, et en particulier des résultats qui peuvent être chiffrés, et ça c'est ce que nous demandent quotidiennement nos environnements professionnels et nos responsables. Alors pour cadrer un petit peu la façon dont ça va se passer, dans un premier temps, Claude a une petite présentation PowerPoint qui va nous cadrer un peu le type de sujet. À l'issue de quoi, on essaiera quand même de faire une interaction avec la salle. Donc on va se faire un petit peu comme ça, donc avec Caroline et puis Claude qui resteront donc à la tribune, et moi-même qui ira me promener dans la salle pour essayer de recueillir des questions, des remarques ou des commentaires. Donc si vous êtes d'accord, je vais directement ouvrir la présentation sur la table ronde, et on va laisser la main à Claude. Merci Michel. Et bien, tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'intervenir devant une assemblée ADBS, parce qu'il y a toujours une qualité d'écoute et d'intervention généralement qui est intéressante. Donc, le titre de cette table ronde, d'accord. Oui, je vais me mettre devant, ça sera plus dynamique plutôt que d'être à la tribune. Donc, c'est data visualisation entre chercheurs et utilisateurs. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'intermédiaire du point de vue de praticien. Et je vais vous présenter ça à travers le canevas des métiers de la donnée et de la visualisation. Je vais vous expliquer un peu le contexte de la constitution de cette cartographie, parce que ça va dire beaucoup et parce que c'est quelque chose qui a été fait de façon collective. Un petit mot aussi, au début, et c'était un peu la teneur du dossier dédié et publié dans la revue de la DBS, il y a effectivement pas mal de contributions de chercheurs et d'universitaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, à la table ronde, vous avez essentiellement deux praticiens, puisque d'un côté, il y a moi, et puis il y a Caroline qui se présentera tout à l'heure. Le canevas des métiers de la donnée et de la visualisation. Alors, pourquoi
et comment ce dispositif est né. En fait, peut-être certains d'entre vous se rappellent du colloque Carto 2.0 qui a été organisé en 2008, que j'ai co-organisé avec Christophe Tricot. À la suite de ce colloque, on a commencé à faire des cafés Carto, et puis après, au bout d'un moment, on s'est constitué en association. L'association s'appelle Métacarto et est dédiée à la mise en scène de l'information. Donc c'était une association qui s'est fondée par agrégation de gens qui étaient concernés et intéressés par la data visualisation. Et il se trouve que dans cette petite communauté, il y avait effectivement deux tendances. D'une part, des gens qui s'occupaient d'algorithmes, notamment de tout ce qui est analyse sémantique, etc. Donc qui mettaient en œuvre des algorithmes que maintenant on décrit souvent sous le terme de big data. Et, alors pas à l'opposé, mais à l'autre extrême, des gens qui venaient du monde du mind mapping, de la créativité, etc. Et on a eu un double effet qui se coule. D'une part, une difficulté à se comprendre entre ces deux communautés. Bien, chacun disait à l'autre, ouais, ce que tu fais, ça a l'air super et tout, mais j'y comprends rien. C'est une boîte noire pour moi. Donc il y avait cette nécessité de mieux se comprendre entre nous. Et puis par ailleurs, c'était le moment où tout le monde parlait de big data, ça devenait le buzzword à la mode, et on ne savait plus trop ce que ça voulait dire. Donc on s'est réunis un petit groupe, donc moi-même, Karen Bastien de We Do Data, Roberta Follauber, qui est facilitatrice graphique, j'y reviendrai, Patrick Neveu, qui est une boîte de formation qui s'appelle Signos, Marc Salière, qui lui est plus dans le domaine des big data, justement, Catherine Tanit, qui elle est dans le monde de la créativité, Christophe Tricot, qui est l'universitaire de la bande, enfin ex-universitaire, mais il a fait un doctorat en cartographie sémantique, et maintenant il est en train de créer sa start-up dans le domaine de la gestion de contacts. Bertrand Vintadour, qui lui est dans le domaine de l'ergonomie de l'IHM, interface homme-machine, et puis Olivier Zarcat, qui est une juriste et qui essaye, à travers une boîte qui s'appelle Imagidroit, de promouvoir l'utilisation des visuels et des schémas par les juristes. Ce qui, a priori, n'est pas si facile, parce que, effectivement, ça paraît antinomique. Elle a eu du mal au début, mais c'est en train de prendre. Donc, ce que je vais vous présenter, ce canevas, il est issu, effectivement, d'un monde de professionnels, d'un monde de consultants, d'un monde de praticiens. Et en fait, on va voir, notamment à la fin, où on verra comment chacun a utilisé le canevas qui a été constitué pour décrire un petit peu sa pratique et sa façon de faire. Alors, oui. Déjà, une première chose, comment est constitué le canevas? Le canevas, il y a deux axes. L'axe horizontal que vous voyez, donc on part de l'origine des données brutes, et plus on va vers la gauche, plus on va vers la mise en scène. Un axe vertical, en bas, le côté investigation, ce que je découvre dans les données, le côté fouille de données, et en haut, la narration, ce que je souhaite faire dire aux données. Et donc, vous allez voir qu'on va répartir l'ensemble des postures, des travaux qu'on a identifiés sur cet axe-là. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on va procéder par étapes. Voilà, en 6 étapes, pas à pas, on va décrypter et on va parcourir rapidement quels sont les différents constituants de ce canevas et donc de ces pratiques professionnelles. À l'origine, on part de ce qu'on a appelé des données brutes, qu'on connaît tous,
Ah, petite chose importante, quand on revient en arrière. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit code couleur. Il y a des choses en orange, des choses en vert et des choses mixtes. Tout ce qui est en vert, ce sont essentiellement des processus où ce sont les algorithmes qui travaillent. C'est-à-dire, on est dans l'intelligence embarquée, on est dans du traitement de masse, on est dans ce qu'on pourrait appeler, avec tous les guillemets qui s'imposent, big data ou tout au moins traitement de données. Tout ce qui est orange, ce sont des processus qui sont essentiellement sans algorithme, c'est-à-dire essentiellement le reflet d'une ou plusieurs personnes qui travaillent et qui réfléchissent au sujet. Et vous avez un certain nombre, notamment dans le regroupement 2 et dans le regroupement 4, vous avez des choses qui sont mixtes. C'est-à-dire que ça a été un des premiers enseignements, et j'y reviendrai. On s'est aperçu qu'en fait, qu'on travaille avec des super algorithmes de traitement de données, d'analyse sémantique de la langue, ou qu'on fasse à la main, un petit peu comme quand on fait de la veille classique, ben finalement, la posture et ce qu'on fait ne sont pas si éloignés que ça. Je reprends le fil de mon canevas. Donc, on part de choses que vous connaissez tous, qui sont d'un côté, pour la fouille de données, bien souvent, jusqu'à très récemment, on partait de tableurs, de fiches de données Excel. Alors, soit des données purement quantitatives, soit des données un petit peu à cheval, où il y avait du texte, où c'était pas simplement des chiffres qu'on comptait. En haut, vous trouvez le texte, les rapports, les billets de blog, les articles de journaux, etc. J'attire votre attention sur le fait que le texte lui-même est déjà une mise en page. C'est déjà une mise en scène. Quand vous regardez un texte normal, c'est-à-dire mise en page, extrait d'un codex, etc., vous avez déjà un début de mise en scène. La page imprimée est déjà une carte. Vous pouvez être vu comme une carte. On commence à parcourir les différentes étapes. Les différentes étapes, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire que vous soyez en mode algorithmique, encore une fois avec des super algorithmes, ou que vous fassiez, pour simplifier, de la veille à la main, vous passez un petit peu toujours par les mêmes étapes. Découverte de données, nettoyage de données, enrichissement de données. C'est-à-dire, en clair, vous identifiez vos sources, ou si vous êtes en big data, vous positionnez vos sondes automatiques, vous récoltez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, vous passez du temps à éliminer le bruit, et ça c'est hyper important, notamment dans le domaine du big data. Et enfin, vous travaillez sur les données, et là vous voyez l'apparition de choses comme le text mining et le machine learning, c'est-à-dire d'algorithmes qui sont censés être auto-apprenants et vous aider dans cette tâche. Première chose à savoir, vous avez tous entendu parler et vu des articles sur le côté data scientist, le boulot de demain, etc., etc. Tous data scientists, et puis ce sont les traders de demain, à en croire certains. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas de miracle et que les participants, notamment Marc Salière, qui connaît bien ces domaines, nous explique qu'en fait, il y a un ratio de 1 à 5 entre la personne qui est effectivement l'ingénieur data scientist tout en haut, et puis derrière, il faut 4 ou 5 personnes qui aient le temps et l'énergie et font ce qu'il faut pour nettoyer les ensembles de données. Donc n'oubliez pas ce ratio, même en big data, on a beau, c'est pas de la baguette magique, et derrière, il faut qualifier les données aussi, et il n'y a pas de miracle, ça prend du temps. On parcourt après, donc une fois qu'on a constitué un corpus, et de plus en plus maintenant, on se retrouve avec des choses de type fouille visuelle de données pour utilisateurs finaux, c'est-à-dire qu'on a constitué des entrepôts de données, et avec le phénomène big data, avec la multiplication des données, les résultats sous forme de liste à la Google ne suffisent plus. Donc c'est pour ça que vous voyez, notamment avec les outils de type GEFI, des graphes, des choses comme ça, pour vous aider à
visualiser et à regarder ce qu'il y a dans les données. Également important en entreprise, tout ce qui est tableau de bord visuel. Hein, ça, c'est le grand fantasme de pas mal de décideurs aujourd'hui qui s'imaginent et qui aimeraient bien avoir une baguette magique et j'appuie sur un bouton et voilà, tout en haut de la pyramide, j'ai mon tableau de bord qui va bien, toutes mes données sont consolidées, etc. Donc là, il y a toute une nouvelle industrie qui se développe. Hein, c'est notamment des logiciels comme Tableau Software. Là encore, il faut y regarder de plus près. Je vais aller peut-être un peu du côté des terres de Caroline, donc elle nous dira ce qu'elle en pense, mais il y a aussi quelque chose qui s'est développé, dont vous avez tous entendu parler, de près de loin, qui s'appelle le data journalisme. Le data journalisme, nous, on l'a représenté en 2 alvéoles. Une qui est en dessous de la ligne, c'est-à-dire qui est plutôt du côté de la fouille de données, qui est data journalisme, c'est-à-dire on peut se poser des questions. Les choses emblématiques pour ça sont ce qui a été fait par le consortium de journaux quand les câbles de Wikileaks ont été publiés, ou même les choses de Snowden. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses à analyser qu'une partie a été mise en ligne de façon à ce que chacun puisse regarder, puisse taguer les choses, parce que les journalistes ne pouvaient pas tout faire. Vous avez d'autres applications comme la chose qui est publiée chaque année par le New York Times, qui est l'analyse du discours d'État de l'Union. Vous savez que le président américain fait un discours par an sur l'État de l'Union, et donc avec les techniques d'analyse sémantique, donc avec des algorithmes évolués, le vocabulaire est mis à plat, etc. Et le journal fournit une petite application pour naviguer dans ce corpus de mots-clés, etc. Allez voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et vous l'avez tous regardé, vu, c'est les infoposters en ligne, les infographies. Si vous faites de la veille, il y en a effectivement beaucoup, où là, c'est pour le meilleur et pour le pire, ça vous donne les résultats vus à travers le prisme de l'auteur, vous présente un mixte. Alors souvent, c'est des dispositifs qui sont à la fois statistiques, à la fois visuels, et qui vous donnent à la fois des données quantitatives, qualitatives, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Vous n'avez pas été sans remarquer que, malheureusement, les informations ne sont pas toujours sourcées. Donc en tant que professionnel, quand ce n'est pas sourcé, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. On continue, on est presque à la fin, on est dans l'étape 5. Donc on est dans le côté mise en scène et puis on est dans le côté investigation fouille. Sauf que là, on est vraiment au bout de la chose, au bout de la mise en scène, parce qu'en fait, on n'est plus dans le monde algorithmique. Là, ce qu'on essaye, c'est de réfléchir, de faire du brainstorming, d'aller plus loin, soit en mode personnel, soit en mode groupe. Et vous avez les gestionnaires d'idées, le mind mapping et ce genre de choses. Last but not least, vous avez quelque chose qui est en train d'émerger, qu'on a regroupé autour du terme générique facilitation graphique. Je vous encourage, si facilitation graphique, ça ne vous évoque pas grand-chose, d'aller sur Google Images, vous tapez facilitation graphique, et vous allez voir là tout de suite ce que c'est. Et ce que c'est, en fait, c'est le fait de se dire, de plus en plus maintenant, on a besoin, quand on veut favoriser l'émergence ou quand on veut communiquer, de faire ça avec des dispositifs graphiques, avec de l'émotion, avec des gens qui savent mettre en scène, par exemple, une réunion, un meeting ou quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est important. Qui est important pourquoi? Parce que on voit les moyens qu'on a, rappelez-vous tout au début du graphe, le 1, le 2 et le 3. On a du big data, on produit de plus en plus de données, on produit de plus en plus de choses,
Mais ça, c'est un petit peu les outils back-office. Et à un moment donné, pour communiquer à vos décideurs, pour communiquer à vos donneurs d'ordre, vous devez le faire avec d'autres outils. Il faut les deux choses. Donc c'est pour ça que cette chose-là est importante. Vous retrouvez ici, par exemple, traduction visuelle. Traduction visuelle, c'est par exemple ce que fait, je l'ai déjà cité, Olivia Zarkat, avec le côté « je prends du droit » et généralement pour le grand public ou un public moins spécialisé, j'essaye de vulgariser à travers du visuel. Vous avez en haut ce que je fais moi, j'y reviendrai, la cartographie, ce que j'appelle la cartographie éditoriale. Je représente des corpus complexes en entreprise à travers des métaphores de type carte de métro. Et puis, il y a effectivement le design de présentation, le reportage graphique, la facilitation graphique. On se retrouve donc avec notre dispositif et on ne s'est pas arrêté là. Parce que le but, ce n'était pas simplement d'aligner et de faire une cartographie, mais d'en faire quelque chose. Et le quelque chose, chacun à tour de rôle, on a un peu représenté comment nous, chacun, voyait son utilisation. Et on voit donc que chacun a son propre parcours. Mais il y a quand même un fait certain, c'est que tout le monde part quelque part du point 2. C'est-à-dire big data ou pas big data, hein, un des intitulés de la table ronde, c'était aussi de la data à la connaissance. Donc, il faut partir, on part toujours des data. Et simplement, on voit que d'une façon ou d'une autre, qu'on passe par les algorithmes ou que de façon permanente ou temporaire, on ne met pas forcément en œuvre des algorithmes dans sa pratique professionnelle. De toute façon, on va chercher des ressources à travers le canevas tel qu'on l'a exposé. Et en fait, c'est ça le but de ce canevas, donner à voir dans toute cette nébuleuse et des choses où quand on n'est pas spécialiste, et même quand on est spécialiste, c'est dur de s'y reconnaître, voilà, de donner quelques points de repère pour permettre à tout à chacun de mieux comprendre ce qui se passe et de voir aussi les endroits où, naturellement, on sait qu'on a envie, on sait qu'on a les compétences, et d'autres endroits où on se dit, je sais que ça existe, mais quand j'en ai besoin, ce n'est pas forcément moi qui sais faire, et donc j'essaye de trouver la ressource qui va bien pour m'aider dans ce domaine-là. Je vais juste... là, c'est le dernier exemple. Donc là, c'est ma pratique personnelle. Quand j'ai fait ça récemment pour la Banque de France, j'ai représenté une série d'offres commerciales qui étaient assez complexes. Donc il a fallu tout un travail d'analyse et de prise en compte et de compréhension. Et après, avec un groupe de travail, à l'aide dans un premier temps de cartes de type mind mapping, et après on est arrivé à un dispositif de type carte de métro, justement, pour permettre à tout un chacun de voir la vue hélicoptère, la vue d'ensemble, un petit peu comme ce dispositif-là, de l'ensemble de l'offre. Et surtout, n'oubliez jamais que quand vous êtes en visuel comme ça, en cartographie, chacun peut trouver son chemin. Et à la différence d'une image, où vous savez tous que le slogan classique « une image vaut 1000 mots », quand vous êtes en mise en scène évoluée, vous êtes devant un dispositif où une carte vaut 1000 chemins. C'est-à-dire chacun peut s'approprier, peut trouver son propre chemin. Et quand vous le regardez plusieurs fois, si le dispositif est bien conçu, vous allez découvrir d'autres choses et d'autres chemins. Voilà, je vous remercie. Merci Claude. Merci Claude. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, avant qu'on partage aussi avec Caroline. Moi, est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, une question. À gauche. Ah, pardon, vous n'avez pas vu. Une question de madame. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour cet exposé.
Une question peut-être un peu de béotienne. Est-ce que dans le travail que vous avez pu accomplir, vous avez qualifié, ou pu qualifier, ou est-ce que c'est exploratoire, le concept de données brutes et est-ce que les données que vous travaillez, malaxez, représentez dans ces exercices cartographiques, c'est essentiellement de la donnée quantifiée, chiffrée, ou aussi de la donnée textuelle? Les deux, je dirais même les trois. Hein, ça peut être bien souvent, dans le groupe de travail, il y avait des gens qui manipulent des concepts de l'abstrait. Hein, c'est-à-dire il y avait un petit peu tous les cas de figure. Et c'est justement l'intérêt. Et puis c'est aussi, quand on creuse bien, l'ambiguïté souvent derrière le terme big data. Hein, est-ce que c'est uniquement du volume? Est-ce qu'on compte des unités d'œuvre? Ou est-ce que dans certains cas, et quand on est sur des choses de plus, des concepts, des choses finalement assez abstraites. Et quand vous regardez la littérature ou quand vous écoutez même des professionnels en parler, souvent c'est pas très clair. Et ça mériterait d'être clarifié encore une fois. Mais sachez que l'intérêt du groupe de travail qu'on avait, c'est qu'il y avait un petit peu tous les cas de figure dans ce que vous dites. Ah, une autre question. Sylvie. Salut Claude. Tu parlais pour la préparation de bruit. Je ne sais plus si tu peux retrouver le slide. Il n'y avait pas le mot silence. Or, nous, dans la profession, c'est justement une activité qui se développe depuis 15 ans. C'est la recherche de sources de données pour améliorer, je dirais, si on évalue le silence et pas que le bruit, il y a des besoins qui sont d'identifier des sources. Alors, je cite un exemple parce que je fais partie d'une association anglo-saxonne sur les données en sciences humaines et sociales. Et je me rends compte que sur la liste de diffusion, il y a énormément de questions qui sont posées pour récupérer des données, alors des données statistiques nationales, des données de toute nature, mais parce qu'il y a un besoin de visualisation à quelque part, et ils ont identifié, non pas le bruit, mais plutôt le silence. Or, dans ton panel, il n'y avait que marqué bruit et pas silence. Donc. Oui, je citais naturellement le bruit, parce que quand on entend parler du big data, hein, le discours dominant d'un peu tout le monde, et pas seulement le discours marketing, c'est la promesse, c'est justement le big data, j'ai énormément de data, donc je le fais parler, et à la limite, le problème du silence, c'est pas grave, parce que quelque part, et je caricature à peine, c'est pallié par le fait que, comme j'ai beaucoup de volume, finalement, les zones d'ombre, etc., elles vont s'éclaircir par un coup de baguette magique. Donc, tu as tout à fait raison de souligner ça aussi, hein, que ce n'est pas si simple. Donc là aussi, il faut démystifier. J'insiste quand même sur le côté data cleaning. Hein, parce que moi, j'ai eu une expérience qu'on a faite avec Christophe Tricot. On avait fait un concours à l'époque organisé par Google France, et c'était fin 2011, donc juste quelques mois avant l'élection présidentielle. Et le but, c'était les premiers prémices des applications de type smartphone, etc., pour suivre des thèmes. Et là, c'était de faire un outil citoyen pour suivre comment ça s'appelle, les élections présidentielles. Et je la fais courte, mais en fait, à un moment donné, on voulait prendre pas seulement les flux des politiques, mais les flux de la presse. Pour les flux presse nationale, on n'a pas eu de souci parce qu'il y avait des flux spécialisés, des RSS spécialisés, Le Monde, l'Express, etc., qui avaient des flux dédiés à la politique. Par contre, on voulait aussi prendre en compte la presse quotidienne régionale. Et le problème, parce que notamment par manque de moyens, le flux était vraiment l'ensemble de ce qui était publié dans le journal. Et donc on a eu beau, et on s'est escrimé avec les algorithmes que mettait en œuvre Christophe, d'essayer d'avoir des filtres, des choses comme ça, on n'y est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait tellement de bruit, tellement de faux positifs, tellement de choses qui passaient que la mort dans l'âme, on était obligé de dire, ce robinet-là, on le coupe. C'est-à-dire que les sources PQR, si on le prend, ça dégrade tout. Mais pour ça, il faut prendre le temps, et il faut surtout non seulement faire de la critique interne, mais de la critique externe. C'est-à-dire, appuyez-vous sur des gens métiers, pas simplement un point de vue documentaire en quelque sorte, regardez comment les algorithmes fonctionnent, etc., mais aussi la véracité, ça c'est toujours indispensable, de ce que vous avez comme
comme résultat. Donc prenez quelqu'un dans le public réel, dans les gens métiers, parce que c'est l'expert qui tout de suite vous dira non, ça c'est pas bon, ça devrait pas être là, etc. Je voudrais quand même laisser la parole aussi à... Pour Caroline avec le data journalisme. Je ne sais pas si Caroline, vous souhaitez prendre la suite. Bonjour à tous déjà, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais prendre la suite et peut-être proposer une grille de lecture différente. Déjà, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Caroline, je fais partie des cofondateurs de DataVise. DataVise, on est un studio spécialisé dans ce qu'on appelle les interactions entre les humains et les données. Alors volontairement, on n'utilise plus uniquement le terme de visualisation de données pour qualifier notre activité. Et on préfère aujourd'hui utiliser ce terme interaction entre les humains et les données. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous, on voit notre métier comme un métier de médiateur entre de l'information qui est stockée sous ce format de données et qui la rend pour ce fait difficile à comprendre pour la grande majorité des individus. Donc une médiation entre des données et un public cible, donc des utilisateurs ou un public qui va avoir besoin de chercher de l'information, de communiquer de l'information, de travailler avec de l'information contenue dans ces données. Et notre métier, c'est d'imaginer comment on va faire cette mise en relation entre les deux. Alors cette mise en relation, au début, quand on commençait à pratiquer notre métier, c'était principalement un métier de traduction, c'est-à-dire traduire des données chiffrées dans un langage visuel. Ça, pour nous, c'est le métier de la visualisation de données. Et donc, c'est le métier qui consiste à spatialiser l'information, à étudier les métaphores visuelles, à trouver les meilleurs formats de représentation pour faire passer sous la forme visuelle, donc spatiale et visuelle, de l'information compliquée. Ce qu'on constate, ça fait 5 ans qu'on a fondé DataVise, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce métier de traduction, il ne s'arrête pas justement à la simple traduction données-visualisation. Il va plus loin, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui plus volontiers de médiation et d'interaction entre les humains et les données au sens large, parce qu'en fait, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les données, c'est une matière première qui est compliquée et qui porte aussi beaucoup d'enjeux aujourd'hui, et que le simple vecteur visuel ne suffit pas. En tout cas, nous, on travaille généralement sur des choses qui vont au-delà. Alors, je vais essayer de vous rebalayer un petit peu les différentes formes que ça peut prendre. Donc, bien sûr, la dimension visualisation reste très présente dans notre métier. Il y a une autre dimension qui est l'interactivité, c'est-à-dire au-delà de simplement ce qu'on voit, c'est comment on interagit, comment on manipule, comment on raffine, comment on plonge dans les données, comment on va chercher ce qui nous intéresse, et tous les différents verbes d'action avec les données. Et donc là, on peut travailler simplement sur la bonne interactivité d'un outil de visualisation de données, faire en sorte qu'il soit fluide, qu'il soit ergonomique, mais ça peut aller aussi plus loin, parce que parfois, l'enjeu, il est vraiment dans l'interaction. Alors parfois, ça peut être le cas d'analystes un petit peu spécialisés, par exemple des analystes marketing qui doivent vraiment trouver à l'intérieur de jeux très très volumineux là où sont les informations intéressantes. Et finalement, c'est pas forcément la visualisation qui va être le premier problème, mais plutôt la rapidité d'interaction. Comment on leur permet rapidement de balayer un grand nombre de croisements, de balayer un grand nombre de différents traitements qu'on peut faire sur les données. Et donc là, on va plutôt jouer sur comment l'interactivité et fluidifier ces interactions vont leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur métier et de voir des choses qu'ils ne verraient pas autrement, parce que quand il faut, un quart d'heure pour obtenir un résultat, on n'en fait pas 150, on n'en balaye pas 150, on ne fait pas 150 tests sur les données, alors que quand il faut une demi-seconde pour passer d'un résultat à l'autre, on va pouvoir explorer beaucoup plus en profondeur son jeu de données. Donc travailler sur l'interaction, à la fois pour que ce soit plus simple, plus facile à comprendre, mais surtout pour lever des barrières qui commencent à être liées à la densité des données ou au volume des données. Quand on se retrouve face à des très grands jeux de données, la rapidité d'interaction, la rapidité de manipulation devient clé. Donc voilà pour par exemple un deuxième axe, donc on avait la visualisation, on a l'interaction. Un troisième axe, ça va être tout ce qui va être information ambiante. Alors ici aussi, ce n'est pas exactement de la visualisation de données comme on peut le faire, c'est-à-dire on prend quelque chose de très signifiant, on va représenter des données avec des formes qui veulent chacune dire une quantité précise, une notion précise, etc. Ce qu'on appelle l'information ambiante, c'est le fait d'utiliser des supports d'information beaucoup plus ancrés dans le quotidien pour diffuser de l'information de façon à peine consciente. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas du tout à l'attention la plus élevée de l'utilisateur, on va au contraire jouer sur son attention un petit peu périphérique.
Et on va, dans son environnement quotidien, insérer différentes sources d'informations auxquelles il n'est pas obligé de prêter attention, mais qui vont néanmoins être signifiantes pour lui. Donc ça va être, par exemple, utiliser différentes surfaces dans les villes pour présenter de l'information, et comme ça, les gens, quand ils passent en voiture, quand ils passent en métro, vont capter certaines informations sans forcément être obligés de se concentrer dessus. Donc c'est aujourd'hui très utilisé par la pub. Et ce qui est en plein développement aujourd'hui, c'est que ce soit utilisé aussi pour de l'information plus utile. Alors ça peut être la météo, ça peut être les horaires de prochain départ des trains, etc. Mais l'objectif, c'est de travailler sur des formats qui ne nécessitent pas de mobiliser son attention consciente dessus, mais qui peuvent être captés et un peu traités en toile de fond par notre cerveau sur des zones périphériques. Et donc là, c'est encore un autre format de travail. On n'est pas dans de la visualisation manifeste, signifiante. On est sur de l'information qui doit être ambiante. Donc ça, c'est une troisième dimension. Une quatrième dimension, ça va être la dimension automatisation de certaines tâches de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prévoit un outil, un dashboard par exemple, on va permettre aux utilisateurs qui consultent ce dashboard de regarder indicateur par indicateur, partie de l'organigramme par partie de l'organigramme, et d'explorer successivement tous les résultats. Ça, c'est bien, mais quand on se retrouve, en fait, c'est toujours le même problème quand on se retrouve face à des volumes de données plus importants. Il faut avoir une démarche différente, où finalement, on ne va pas forcément demander à l'utilisateur, voilà, vous avez toutes les données, elles sont bien présentées, elles sont agréables à consulter, elles peuvent même être rapides à consulter, mais néanmoins, vous avez quand même toutes les données. Parce que parfois, toutes les données, ça représente vraiment beaucoup, et on a des utilisateurs qui n'ont pas forcément énormément de temps à accorder à cette tâche-là. Et donc, parfois, un des enjeux, c'est de faire remonter automatiquement la bonne information. Donc ça va être en fonction du contexte, ça va être en fonction de différents algorithmes qui vont identifier quelles sont les variations les plus significatives, par exemple, ou quels sont les signaux qui se dégagent de ces jeux de données, et les faire remonter automatiquement. Et donc ça, c'est un peu une quatrième dimension, celle qui va consister non pas à réfléchir à comment on visualise bien, ni comment on interagit bien, mais comment on fait remonter dans un panel d'informations très très vaste, uniquement celles qui intéressent l'utilisateur. Et pour le coup, ça va être très différent en fonction des utilisateurs. Donc là, c'est moins sur la visualisation que vraiment sur comment faire monter les signaux. Et enfin, la cinquième dimension sur laquelle on travaille, et de plus en plus, c'est la dimension de la confiance. Et là, on travaille sur ce thématique-là dans le cadre finalement d'interactions avec des données, mais qui ne sont pas forcément destinées à vous informer en premier niveau, mais à faire fonctionner. Les données sont utilisées pour faire fonctionner tout un tas de dispositifs autour de vous. Donc ça peut être par exemple des objets connectés, donc tout ce qui peut avoir trait à la domotique. Dans votre maison, il peut y avoir des objets connectés qui ont un rôle qui n'est pas forcément celui de vous informer, mais qui peut être celui de vous aider à mieux consommer, régler automatiquement la température, ou ce genre de choses. Ces objets-là, ils utilisent des données, ils captent des données sur votre maison, ils utilisent des données, ils envoient des signaux, ils envoient des données. Et néanmoins, ces objets-là, aujourd'hui, la plupart du temps, ils se comportent un peu comme des boîtes noires. On a le même phénomène avec tout ce qui va être voiture connectée. Donc, une voiture connectée, c'est un dispositif utilisé par des humains et qui utilise énormément de données et d'algorithmes. Et pour autant, cette voiture-là, son rôle premier, ce n'est pas de vous informer, mais pourtant, elle utilise beaucoup d'informations, et ces informations, elles sont pas claires, elles ne sont pas compréhensibles, et ces voitures connectées peuvent se comporter aujourd'hui un peu comme des boîtes noires pour des utilisateurs qui ne les connaissent pas. C'est la même chose avec ce qui va se passer autour des smart grids, des smart cities. C'est-à-dire qu'on est en train de dessiner un paysage où de plus en plus de comportements, de fonctionnements, de dispositifs, d'objets fonctionnent en absorbant des données, en restituant, en les traitant. Il y a un enjeu, c'est que ces objets-là ne deviennent pas des sources de méfiance, des sources de crainte, des sources de défiance. Et pour ça, il faut que ces objets-là inspirent confiance. Il faut que ces objets-là, on n'ait pas l'impression que ce soit des boîtes noires, on ait l'impression qu'on peut les prendre en main, qu'on peut agir dessus, qu'on comprend ce qu'ils font. Et cette dimension-là, d'inspirer de la confiance dans les différents dispositifs qui utilisent des données et qui s'adressent aux humains, c'est aussi un métier à part entière. Ça passe par le design de ces interfaces, le design de ces dispositifs qui doit montrer comment ces données sont utilisées, pourquoi faire, sans forcément donner tout le détail de tout l'algorithme à un utilisateur final. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'inspirer confiance dans ces interactions avec ces objets, ou avec ces villes connectées, ou avec ces smart cities, ces voitures connectées, etc. Ça, c'est le dernier axe sur lequel on travaille, le dernier axe, c'est-à-dire le plus récent des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais qui commence à se développer de plus en plus. Donc voilà, visualisation, interaction, information ambiante, automatisation du traitement et confiance, c'est les 5 axes aujourd'hui
dans notre scope des interactions homme-données. Voilà. Intéressant, moi je rebondis sur la notion de confiance. Ça me rappelle une anecdote que je suis en train de vivre dans mon entreprise. On est en train de déménager dans les nouveaux bâtiments où on nous explique qu'avec nos téléphones mobiles, on va être tracé, on pourra réserver des salles de réunion, savoir où on est, etc. Et en fait, la question de la confiance, c'est pas le fait que le système il nous trace, mais c'est le fait que l'utilisateur il sache où sont ces données, où elles vont, combien de temps elles sont gardées, qu'est-ce qui est gardé, etc. Et qu'il puisse y avoir accès aussi bien que réserver une salle de réunion. Donc ça, c'est un élément qui est important. Je ne sais pas si, Claude, tu voulais dire un truc sur le... Oui, juste un truc, rebondir également sur la notion de confiance, parce qu'on a parlé big data, on a parlé algorithmes, etc. Bon, je suppose que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe en ce moment autour de Volkswagen, qui est effectivement un sacré problème, parce qu'on est de plus en plus environné d'algorithmes. Les algorithmes, derrière la promesse du big data, ben voilà, il se passe des choses, il y a des décisions qui sont prises de gré haute force, certaines sympathiques, d'autres moins sympathiques. Donc il y a vraiment un problème sociétal énorme qui se pose de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Et je pense que qui les contrôle, le problème d'ouverture, le problème d'organismes de contrôle, éventuellement d'open access, etc. Je pense que le cas Volkswagen a été très très pédagogique comme ça. Tout le monde a vu qu'il y avait un vrai problème et tout le monde a découvert ce qu'on n'avait absolument pas idée, qu'en fait, grosso modo, dans une voiture, une berline un peu haut de gamme ou même moyen de gamme, bah, il y a pratiquement plus de lignes de code que dans un Airbus A380, ce qui est quand même assez, assez contre-intuitif. Je ne sais pas s'il y a des... Sinon, je voudrais juste dire un mot par rapport à ce qu'a dit Caroline, c'est qu'il n'y a pas de souci, il y a vraiment un continuum, hein, c'est-à-dire que dans ce que Caroline a exposé, qu'effectivement, nous, on n'a pas couvert l'ensemble des possibles, mais je pense qu'il est tout à fait... Moi, je m'y suis reconnu et je n'ai pas eu de problème ou de point de blocage à suivre le raisonnement. Autre point aussi, le terme visualisation est effectivement facile à utiliser et doit être utilisé. Il ne faut pas le réifier non plus, hein, puisqu'en fait, derrière le terme visualisation, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment que ce soit des dispositifs qui optimisent le fonctionnement, la cognition, le fonctionnement du cerveau, etc. Donc la visualisation, c'est vraiment un moyen et pas un but, ou pas uniquement un but. Oui. Je voulais simplement faire un petit commentaire sur la confiance et surtout, je pense que le grand enjeu va être la sécurité de ces objets connectés. On voit qu'on arrive à prendre à distance le contrôle d'une voiture, par exemple, comme ils ont fait des tests aux États-Unis. Donc je pense que ça va être véritablement l'enjeu, même pour tous les objets connectés dans une maison, qui va prendre la main sur ces données, sur cette sécurité aussi que cela comment dirais-je, inclut. Voilà. Ça entre en effet dans le design d'un produit et d'un service aujourd'hui de façon très présente. Et justement, penser un objet connecté, penser un service qui utilise des données de façon à ce qu'il soit par design, comme on dit, sûr, et de façon à ce que par design, il intègre la protection des données de ses utilisateurs. C'est des thématiques qu'on retrouve aujourd'hui quand on voit des lancements de produits, de nouveaux services. Ça va être présenté comme un avantage compétitif de certains acteurs, de dire que voilà, nous, de façon volontaire, depuis le début, ça fait partie des grands axes de la conception de notre produit ou de notre service. On protège les données de telle façon, on ne stocke pas ou on anonymise, etc. Et donc, ce qui est plutôt bon signe, c'est que ça devient presque un argument marketing, comme un élément de différenciation de certains produits ou de certains services, que d'intégrer ces problématiques-là. Et après, tout dépend comment, justement, ça va se développer, mais la prise de conscience large des citoyens sur ces thématiques-là, et c'est aussi notre rôle d'éduquer le plus grand nombre autour de ces questions, va faire qu'il va y avoir une pression des utilisateurs autour de ces sujets, et que justement... à l'avenir, on peut espérer qu'un produit ne puisse plus sortir sans avoir un certain nombre de garanties à proposer sur ces sujets, parce que sinon, il sera délaissé par les utilisateurs. Tout dépend de notre capacité à faire la pédagogie de ces sujets-là pour qu'ils deviennent réellement importants dans les choix de consommation.
Juste un petit commentaire, il y a une loi qui s'appelle pompeusement République numérique, qui sort en ce moment et qui est mise pour la première fois en France en contribution et en étude et qui concerne complètement ces sujets. Je me suis d'ailleurs posé la question sur les gens du marketing qui utilisaient des données où là ce sera maintenant interdit, c'est-à-dire de lire certains messages de façon sans l'annoncer officiellement aux gens qui ont publié ces informations. Donc il y a quand même effectivement des éléments qui peuvent être importants pour ceux qui produisent ce genre d'outils, avec des contraintes associées, et puis pour le citoyen ou la personne qui émet des informations, où il faudra le faire aussi dans un cadre pour pas qu'il y ait une dérive. Mais pendant 3 semaines, le texte est en libre accès et en libre commentaire, et on peut aller regarder les parties qui nous concernent sur la sécurité des données personnelles, bien évidemment, et sur le traitement pour les flux d'informations, sur la façon de capter les données. Donc il y a des points aussi importants. Dans cette mouture, il serait dit que Google et Facebook n'auraient plus le droit, par exemple, de lire vos mails. Oui, notamment, je parle, oui, certes, mais je parle. Problématique intéressante. D'autres questions, d'autres interventions? S'il n'y a pas de questions, moi j'en avais une, c'était sur la façon de fabriquer les données, parce que finalement, derrière le cas de Volkswagen, est-ce que une des évolutions, ça ne serait pas de standardiser ou de normer la façon de fabriquer les données qui vont être exploitées en visualisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, on n'aurait pas mieux à faire à fabriquer ça? Vaste programme, comme aurait dit l'autre. Déjà, on a entendu parler du web sémantique et tout ça, c'est-à-dire justement de normaliser un petit peu la production de toutes les informations et tout. Quand on regarde, il y a eu quelques avancées, mais c'est essentiellement, les notices bibliographiques, ça c'était déjà fait, encore que, mais des choses comme normer les adresses ou les choses comme ça. C'est-à-dire c'est le genre de choses où on peut intellectuellement facilement l'imaginer. Après, il y a un tel niveau de travail, il y a tellement d'intérêts contradictoires et derrière de positions pas toujours dominantes, etc., que c'est loin d'être évident à réaliser. Mais j'ai bien aimé effectivement le rappel sur la discussion sur la loi qui pour une fois a été ouverte, etc. Mais je pense que le côté fermé, propriétaire des algorithmes, ça c'est un sacré problème. D'autres questions? On arrive à la fin de notre temps. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Oui, questions? En fait, il me semble qu'on est dans une problématique qui est ambivalente. D'un côté, il y a la question de la sécurisation des données, de la protection du citoyen, quel qu'il soit. Et notre travail, nous, en tant que bibliothécaires et documentalistes, c'est d'aider à ça. Et de l'autre côté, c'est la recherche et l'exploitation des données au service soit des citoyens, soit des autres, mais d'analyser ça. Donc on a aussi, nous, à la fois une tentation d'ouverture de boîte de Pandore et un devoir de réserve aux citoyens. Il y a le vrai mot pour moi, c'est la pédagogie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on développe une meilleure culture des données, une data literacy, comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire une meilleure capacité à lire, à comprendre, à parler le langage des données, que ça ne devienne plus une matière première que seuls quelques experts soient capables de travailler, mais vraiment quelque chose que chacun peut apprendre à maîtriser, à différents niveaux, bien entendu. Et ça passe bien sûr par créer les bonnes interfaces, les bonnes visualisations, les bons outils, mais ça passe aussi par une formation au sens large. Ça devrait rentrer dans la culture générale que d'avoir une sensibilité, une bonne sensibilité à ces sujets-là, et une bonne connaissance des enjeux, des dangers, etc. Que ça devienne quelque chose avec lequel le plus grand nombre soit à l'aise. C'est vraiment important parce que c'est les fondements de ce sur quoi repose notre société de l'information aujourd'hui. Donc le rôle d'assurer cette pédagogie doit être réalisé par un certain nombre d'intermédiaires. Donc bien sûr peut-être à l'école ou bien sûr toutes les instances en charge de la formation,
Mais je pense aussi à terme, les gens qui étaient traditionnellement chargés d'être des gardiens de l'information, ou en tout cas des médiateurs de l'information, vont aussi avoir ce rôle de faire cette pédagogie-là. Pour la faire courte, aujourd'hui, il y a tout un mouvement par rapport aux établissements d'enseignement, dans les petites classes et tout ça, de dire il faut apprendre aux mômes à coder, peut-être, mais juste derrière, la data literacy est au moins aussi importante, voire plus importante. Sur le mouvement, sur la double tension entre les données, est-ce qu'elles sont open ou pas, moi je rappelle que quand même tout le mouvement open law qui dans le domaine des données publiques, des données juridiques, etc., est quand même sacrément intéressante à suivre. Je rappellerai quand même que par exemple les licences de copyright, les open, je ne me rappelle plus le terme exact, mais je suis sûr vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire la capacité, par exemple, si vous mettez en ligne quelque chose sur le web, d'avoir un copyright, mais le copyright, il dit tout simplement, voilà, c'est ma propriété, vous pouvez le réutiliser tant que vous voulez, à condition de me citer, et à condition de ne pas en faire une voilà, c'est ça. De ne pas en faire une utilisation commerciale. Donc on voit qu'il y a des choses très simples qui à la fois sont toujours dans le monde traditionnel, etc., parce que c'est un respect du droit d'auteur, et en même temps, on s'est complètement adapté à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour exister et pour se développer, il faut pouvoir publier des choses et être connu et exister sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'il y a des solutions pour résoudre ce problème entre ces deux tensions, à la fois le côté je protège les données et en même temps je les ouvre. Je prends une dernière question, s'il y a... Ah, une dernière question. Bonjour, ça marche? Oui, c'était une question plus pour Caroline Goulard. La société Database est récente, puisque vous avez parlé qu'il y a 5 ans, je crois qu'elle a été fondée. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était quels étaient les parcours de formation, comment vous êtes arrivé à avoir cette idée de créer cette boîte qui est relativement récente. Donc, de quel monde vous venez? Alors, de mondes différents selon les associés fondateurs. Moi, je viens du monde de l'information et des médias. J'ai étudié à Sciences Po, j'ai fait du management des médias, j'ai fait beaucoup de stages en rédaction. Et puis, je me suis intéressée au sujet du journalisme de données, ce qui m'a amené à me confronter à ces sujets et à les trouver très intéressants. Je m'ai voulu continuer à travailler sur ce sujet-là. Donc, j'ai travaillé à la fin de mes études sur un projet de fin d'études lié au journalisme de données. Dans ce cadre-là, je me suis dit qu'il allait falloir que je rencontre d'autres métiers, parce que c'est typiquement le type de projet qu'on ne peut pas faire avec que des compétences sorties de Sciences Po. Et donc, j'ai rencontré comme ça mes associés, donc, qui, eux, étaient étudiants dans une école plus technique, donc une école des métiers du web qui s'appelle l'ETIC, et qui avait donc des parcours différents à l'époque. Ils étaient en formation pour devenir architecte de l'information, développeur, statisticien. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet de fin d'études en faisant un projet pédagogique entre les deux écoles, Sciences Po, j'étais à Rennes, donc Sciences Po Rennes et puis l'ETIC. Ce qui nous a amené à découvrir ce sujet, à poser les premières bases, à nous former, à apprendre à travailler ensemble. Et puis le projet s'est bien passé, on a eu pas mal d'encouragements, des premières personnes qui se sont présentées comme clients, et on a commencé comme ça, et on a continué à recruter ensuite les compétences nécessaires pour faire bien ce métier. Donc des designers, des spécialistes de l'expérience utilisateur, etc. Voilà. Est-ce que l'un de vous deux veut faire un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive à l'heure? Non, moi je crois que l'essentiel de la conclusion, c'est plutôt à la salle, à vous de la donner tout un chacun. Je pense qu'on va pouvoir, et l'un et l'autre, là je pense qu'il va y avoir une pause, donc on sera éventuellement disponible pour d'autres questions et continuer à discuter si ces thèmes vous intéressent. Bon, en tout cas, je remercie vraiment nos deux interlocuteurs pour la densité et la qualité de leur prestation. Merci à vous. Donc là, Nathalie, on est en pause jusqu'à peu près 11h.
donner vos pouvoirs si vous en avez ou les signaler. Merci. Je vous remercie encore de votre intervention. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je repars avec aussi cette idée de où peut-on se former en tant que data scientist. Je ne sais pas encore s'il y a des formations là-dessus, mais je me pose vraiment la question. Aux activités de représentation des données, qui est importante, donc, et une deuxième facette, on va dire, qui est bien détaillée dans la revue I2D, qui est la facette scientifique. La data visualisation est une science, on peut dire, et puis donc il y a un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à la question, mais pas uniquement dans le but de faire de la recherche fondamentale, mais aussi dans le but de pouvoir faire une exploitation pratique des données. Alors quelle est la place des professionnels de l'information que nous sommes dans le cadre de cette activité? Ça va être l'objet d'un échange avec vous durant cette table ronde qui va porter sur à peu près 4 thèmes que j'introduis très rapidement. Vous avez dû les voir sur l'invitation. Le thème de l'aspect vision de la data visualisation, qui est un thème que tout le monde connaît, qu'on a vu, qu'on voit dans la revue, qu'on voit dans des projections scientifiques, qu'on voit aussi en matière de veille, mais parfois qu'on voit aussi dans des domaines un peu inattendus, comme les films de science-fiction ou les films policiers, etc. Enfin, des choses comme ça, où on voit des enquêteurs qui arrivent à trouver les méchants grâce à des systèmes qui finalement sont de la data visualisation. Alors je sais bien que les scientifiques sont pas toujours contents quand on utilise le terme data visualisation associé à la science-fiction, mais d'un point de vue personnel, je vois souvent des exemples comme ça, et de choses qu'on voit par ailleurs émerger aussi dans les laboratoires. Il y a aussi l'aspect de la data visualisation par rapport à ce qu'on appelle le canevas des compétences. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on peut retirer de la data visualisation dans nos compétences? Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer? C'est un sujet qui est important, puis je pense qu'en termes de formation professionnelle, la DBS doit s'intéresser à cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect du principe de réalité qu'on a appelé du bruit et du travail. Donc c'est important aujourd'hui avec les outils en particulier qui sont à notre disposition, puis peut-être que nos intervenants donneront des exemples. Je pense que c'est devenu un petit peu à la portée de tout le monde de faire un peu de la data visualisation d'un point de vue technique. Donc il y a un certain nombre d'outils, je prends cet exemple-là, mais il y aura d'autres visions, un certain nombre d'outils qui permettent de le faire, qui sont assez faciles d'accès et qui peuvent s'avérer redoutables dans les mains de professionnels. Et puis d'autre part, il y a un élément qui est important aussi, sur lequel on attend beaucoup de nos intervenants, c'est l'aspect retour sur investissement, parce qu'effectivement la data visualisation, c'est une activité, si on la pratique, c'est bien pour obtenir des résultats, et en particulier des résultats qui peuvent être chiffrés, et ça c'est ce que nous demandent quotidiennement nos environnements professionnels et nos responsables. Alors pour cadrer un petit peu la façon dont ça va se passer, dans un premier temps, Claude a une petite présentation PowerPoint qui va nous cadrer un peu le type de sujet, à l'issue de quoi on essaiera quand même de faire une interaction avec la salle. Donc on va se faire un petit peu comme ça, donc avec Caroline et puis Claude qui resteront donc à la tribune, et moi-même qui ira me promener dans la salle pour essayer de recueillir des questions, des remarques ou des commentaires. Donc si vous êtes d'accord, je vais
directement ouvrir la présentation sur la table ronde et on va laisser la main à Claude. Merci Michel. Et bien, tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'intervenir devant une assemblée ADBS, parce qu'il y a toujours une qualité d'écoute et d'intervention généralement qui est intéressante. Donc, le titre de cette table ronde, d'accord. Oui, je vais me mettre devant, ça sera plus dynamique plutôt que d'être à la tribune. Donc, c'est data visualisation entre chercheurs et utilisateurs. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'intermédiaire du point de vue de praticien. Et je vais vous présenter ça à travers le canevas des métiers de la donnée et de la visualisation. Je vais vous expliquer un peu le contexte de la constitution de cette cartographie, parce que ça va dire beaucoup et parce que c'est quelque chose qui a été fait de façon collective. Un petit mot aussi, au début, et c'était un peu la teneur du dossier dédié publié dans la revue de l'ADBS, il y a effectivement pas mal de contributions de chercheurs et d'universitaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, à la table ronde, vous avez essentiellement deux praticiens, puisque d'un côté, il y a moi et puis il y a Caroline qui se présentera tout à l'heure. Le canevas des métiers de la donnée et de la visualisation. Alors, pourquoi et comment ce dispositif est né? En fait, peut-être certains d'entre vous se rappellent du colloque Carto 2.0 qui a été organisé en 2008, que j'ai co-organisé avec Christophe Tricot. À la suite de ce colloque, on a commencé à faire des cafés carto, et puis après, au bout d'un moment, on s'est constitué en association. L'association s'appelle Métacarto et est dédiée à la mise en scène de l'information. Donc c'était une association qui s'est fondée par agrégation de gens qui étaient concernés et intéressés par la data visualisation. Et il se trouve que dans cette petite communauté, il y avait effectivement deux tendances. D'une part, des gens qui s'occupaient d'algorithmes, notamment de tout ce qui est analyse sémantique, etc. Donc, qui mettaient en œuvre des algorithmes que maintenant on décrit souvent sous le terme de big data. Et, alors pas à l'opposé, mais à l'autre extrême, des gens qui venaient du monde du mind mapping, de la créativité, etc. Et on a eu un double effet qui se coule. D'une part, une difficulté à se comprendre entre ces deux communautés. Bien, chacun disait à l'autre, ouais, ce que tu fais, ça a l'air super et tout, mais j'y comprends rien. C'est une boîte noire pour moi. Donc il y avait cette nécessité de mieux se comprendre entre nous. Et puis par ailleurs, c'était le moment où tout le monde parlait de big data, ça devenait le buzzword à la mode, et on ne savait plus trop ce que ça voulait dire. Donc on s'est réunis un petit groupe, donc moi-même, Karen Bastien de We Do Data, Roberta Follober, qui est facilitatrice graphique, j'y reviendrai, Patrick Neveu, qui est une boîte de formation qui s'appelle Signos, Marc Salière, qui lui est plus dans le domaine des big data, justement, Catherine Tanit, qui elle est dans le monde de la créativité, Christophe Tricot, qui est l'universitaire de la bande, enfin ex-universitaire, mais il a fait un doctorat en cartographie sémantique, et maintenant il est en train de créer sa start-up dans le domaine de la gestion de contacts. Bertrand Vintadour, qui lui est dans le domaine de l'ergonomie de l'IHM, interface homme-machine, et puis Olivier Zarcat, qui est une juriste et qui essaye, à travers une boîte qui s'appelle Imagidroit, de promouvoir l'utilisation des visuels et des schémas par les juristes. Ce qui, a priori, n'est pas si facile, parce que, effectivement, ça paraît antinomique. Elle a eu du mal au début, mais c'est en train de prendre. Donc, ce que je vais vous présenter, ce canevas, il est issu, effectivement, d'un monde de professionnels, d'un monde de consultants, d'un monde
de praticiens. Et en fait, on va voir, notamment à la fin, où on verra comment chacun a utilisé le canevas qui a été constitué pour décrire un petit peu sa pratique et sa façon de faire. Alors, oui. Déjà, une première chose, comment est constitué le canevas? Le canevas, il y a deux axes. L'axe horizontal que vous voyez, donc on part de l'origine des données brutes, et plus on va vers la gauche, plus on va vers la mise en scène. Un axe vertical, en bas, le côté investigation, ce que je découvre dans les données, le côté fouille de données, et en haut, la narration, ce que je souhaite faire dire aux données. Et donc, vous allez voir qu'on va répartir l'ensemble des postures, des travaux qu'on a identifiés sur cet axe-là. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, vous inquiétez pas, on va procéder par étapes. Voilà, en 6 étapes, pas à pas, on va décrypter et on va parcourir rapidement quels sont les différents constituants de ce canevas et donc de ces pratiques professionnelles. À l'origine, on part de ce qu'on a appelé des données brutes, qu'on connaît tous. Ah, petite chose importante, quand on revient en arrière. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit code couleur. Il y a des choses en orange, des choses en vert et des choses mixtes. Tout ce qui est en vert, ce sont essentiellement des processus où ce sont les algorithmes qui travaillent. C'est-à-dire, on est dans l'intelligence embarquée, on est dans du traitement de masse, on est dans ce qu'on pourrait appeler, avec tous les guillemets qui s'imposent, big data ou tout au moins traitement de données. Tout ce qui est orange, ce sont des processus qui sont essentiellement sans algorithme, c'est-à-dire essentiellement le reflet d'une ou plusieurs personnes qui travaillent et qui réfléchissent au sujet. Et vous avez un certain nombre, notamment dans le regroupement 2 et dans le regroupement 4, vous avez des choses qui sont mixtes. C'est-à-dire que ça a été un des premiers enseignements, et j'y reviendrai. On s'est aperçu qu'en fait, qu'on travaille avec des super algorithmes de traitement de données, d'analyse sémantique de la langue, ou qu'on fasse à la main, un petit peu comme quand on fait de la veille classique, ben finalement, la posture et ce qu'on fait ne sont pas si éloignés que ça. Je reprends le fil de mon canevas. Donc, on part de choses que vous connaissez tous, qui sont d'un côté, pour la fouille de données, bien souvent, jusqu'à très récemment, on partait de tableurs, de fiches de données Excel. Alors, soit des données purement quantitatives, soit des données un petit peu à cheval, où il y avait du texte, où c'était pas simplement des chiffres qu'on comptait. En haut, vous trouvez le texte, les rapports, les billets de blog, les articles de journaux, etc. J'attire votre attention sur le fait que le texte lui-même est déjà une mise en page. C'est déjà une mise en scène. Quand vous regardez un texte normal, c'est-à-dire mise en page, extrait d'un codex, etc., vous avez déjà un début de mise en scène. La page imprimée est déjà une carte. Vous pouvez être vu comme une carte. On commence à parcourir les différentes étapes. Les différentes étapes, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire que vous soyez en mode algorithmique, encore une fois avec des super algorithmes, ou que vous fassiez, pour simplifier, de la veille à la main, vous passez un petit peu toujours par les mêmes étapes. Découverte de données, nettoyage de données, enrichissement de données. C'est-à-dire, en clair, vous identifiez vos sources, ou si vous êtes en big data, vous positionnez vos sondes automatiques, vous récoltez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, vous passez du temps à éliminer le bruit, et ça c'est hyper important, notamment dans le domaine du big data. Et enfin, vous travaillez sur les données,
Et là, vous voyez l'apparition de choses comme le text mining et le machine learning, c'est-à-dire d'algorithmes qui sont censés être auto-apprenants et vous aider dans cette tâche. Première chose à savoir, vous avez tous entendu parler et vu des articles sur le côté data scientist, hein, le boulot de demain, etc., etc. Tous data scientists, et puis ce sont les traders de demain, à en croire certains. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas de miracle et que les participants, notamment Marc Salière, qui connaît bien ces domaines, nous expliquent qu'en fait, il y a un ratio de 1 à 5 entre la personne qui est effectivement l'ingénieur data scientist tout en haut, et puis derrière, il faut 4 ou 5 personnes qui aient le temps et l'énergie et font ce qu'il faut pour nettoyer les ensembles de données. Donc n'oubliez pas ce ratio, hein, même en big data, on a beau, c'est pas de la baguette magique, et derrière, il faut qualifier les données aussi, et il n'y a pas de miracle, ça prend du temps. On parcourt après, donc une fois qu'on a constitué un corpus, et de plus en plus maintenant, on se retrouve avec des choses de type fouille visuelle de données pour utilisateurs finaux, c'est-à-dire qu'on a constitué des entrepôts de données, et avec le phénomène big data, avec la multiplication des données, ben, les résultats sous forme de liste à la Google ne suffisent plus. Donc c'est pour ça que vous voyez, notamment avec les outils de type GEFI, des graphes, des choses comme ça, pour vous aider à visualiser et à regarder ce qu'il y a dans les données. Également important en entreprise, tout ce qui est tableau de bord visuel. Hein, ça c'est le grand fantasme de pas mal de décideurs aujourd'hui qui s'imaginent et qui aimeraient bien avoir une baguette magique et j'appuie sur un bouton et voilà, tout en haut de la pyramide, j'ai mon tableau de bord qui va bien, toutes mes données sont consolidées, etc. Donc là, il y a toute une nouvelle industrie qui se développe. Hein, c'est notamment des logiciels comme Tableau Software. Là encore, il faut y regarder de plus près. Je vais aller peut-être un peu du côté des terres de Caroline, donc elle nous dira ce qu'elle en pense, mais il y a aussi quelque chose qui s'est développé, dont vous avez tous entendu parler, de près de loin, qui s'appelle le data journalisme. Le data journalisme, nous, on l'a représenté dans 2 alvéoles. Une qui est en dessous de la ligne, c'est-à-dire qui est plutôt du côté de la fouille de données, qui est data journalisme, c'est-à-dire on peut se poser des questions. Les choses emblématiques pour ça sont ce qui a été fait par le consortium de journaux quand les câbles de Wikileaks ont été publiés, ou même les choses de Snowden. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses à analyser qu'une partie a été mise en ligne de façon à ce que chacun puisse regarder, puisse taguer les choses, parce que les journalistes ne pouvaient pas tout faire. Vous avez d'autres applications comme la chose qui est publiée chaque année par le New York Times, qui est l'analyse du discours d'État de l'Union. Vous savez que le président américain fait un discours par an sur l'État de l'Union, et donc avec les techniques d'analyse sémantique, donc avec des algorithmes évolués, le vocabulaire est mis à plat, etc. Et le journal fournit une petite application pour naviguer dans ce corpus de mots-clés, etc. Allez voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et vous l'avez tous regardé, vu, c'est les infoposters en ligne, les infographies. Si vous faites de la veille, il y en a effectivement beaucoup, où là, c'est pour le meilleur et pour le pire, ça vous donne les résultats vus à travers le prisme de l'auteur, vous présente un mixte. Alors souvent, c'est des dispositifs qui sont à la fois statistiques, à la fois visuels, et qui vous donnent à la fois des données quantitatives, qualitatives, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Vous n'avez pas été sans remarquer que, malheureusement, les informations ne sont pas toujours sourcées. Donc en tant que professionnel, quand ce n'est pas sourcé, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. On continue, on est presque à la fin, on est
On est dans l'étape 5. Donc on est dans le côté mise en scène et puis on est dans le côté investigation, fouille. Sauf que là, on est vraiment au bout de la chose, au bout de la mise en scène, parce qu'en fait, on n'est plus dans le monde algorithmique. Là, ce qu'on essaye, c'est de réfléchir, de faire du brainstorming, d'aller plus loin, soit en mode personnel, soit en mode groupe. Et vous avez les gestionnaires d'idées, le mind mapping et ce genre de choses. Last but not least, vous avez quelque chose qui est en train d'émerger, qu'on a regroupé autour du terme générique facilitation graphique. Je vous encourage, si facilitation graphique, ça ne vous évoque pas grand-chose, d'aller sur Google, Images, vous tapez facilitation graphique, et vous allez voir là tout de suite ce que c'est. Et ce que c'est, en fait, c'est le fait de se dire, de plus en plus maintenant, on a besoin, quand on veut favoriser l'émergence ou quand on veut communiquer, de faire ça avec des dispositifs graphiques, avec de l'émotion, avec des gens qui savent mettre en scène, par exemple, une réunion, un meeting ou quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est important. Qui est important pourquoi? Parce qu'on voit les moyens qu'on a, rappelez-vous tout au début du graphe, le 1, le 2 et le 3. On a du big data, on produit de plus en plus de données, on produit de plus en plus de choses, mais ça, c'est un petit peu les outils back-office. Et à un moment donné, pour communiquer à vos décideurs, pour communiquer à vos donneurs d'ordre, vous devez le faire avec d'autres outils. Il faut les deux choses. Donc c'est pour ça que cette chose-là est importante. Vous retrouvez ici, par exemple, traduction visuelle. Traduction visuelle, c'est par exemple ce que fait, je l'ai déjà cité, Olivia Zarkat, avec le côté je prends du droit et généralement pour le grand public ou un public moins spécialisé, j'essaye de vulgariser à travers du visuel. Vous avez en haut ce que je fais moi, j'y reviendrai, la cartographie, ce que j'appelle la cartographie éditoriale. Je représente des corpus complexes en entreprise à travers des métaphores de type carte de métro. Et puis, il y a effectivement le design de présentation, le reportage graphique, la facilitation graphique. On se retrouve donc avec notre dispositif et on ne s'est pas arrêté là. Parce que le but, ce n'était pas simplement d'aligner et de faire une cartographie, mais d'en faire quelque chose. Et le quelque chose, chacun à tour de rôle, on a un peu représenté comment nous, chacun, voyait son utilisation. Et on voit donc que chacun a son propre parcours. Mais il y a quand même un fait certain, c'est que tout le monde part quelque part du point 2. C'est-à-dire big data ou pas big data. Hein, un des intitulés de la table ronde, c'était aussi de la data à la connaissance. Donc, il faut partir, on part toujours des data. Et simplement, on voit que d'une façon ou d'une autre, qu'on passe par les algorithmes ou que de façon permanente ou temporaire, on ne met pas forcément en œuvre des algorithmes dans sa pratique professionnelle. De toute façon, on va chercher des ressources à travers le canevas tel qu'on l'a exposé. Et en fait, c'est ça le but de ce canevas, donner à voir dans toute cette nébuleuse et des choses où quand on n'est pas spécialiste, et même quand on est spécialiste, c'est dur de s'y reconnaître, voilà, de donner quelques points de repère pour permettre à tout à chacun de mieux comprendre ce qui se passe et de voir aussi les endroits où, naturellement, on sait qu'on a envie, on sait qu'on a les compétences, et d'autres endroits où on se dit, je sais que ça existe, mais quand j'en ai besoin, ce n'est pas forcément moi qui sais faire, et donc j'essaye de trouver la ressource qui va bien pour m'aider dans ce domaine-là. Je vais juste... là, c'est le dernier exemple. Donc là, c'est ma pratique personnelle. Quand j'ai fait ça récemment
pour la Banque de France, j'ai représenté une série d'offres commerciales qui étaient assez complexes. Donc il a fallu tout un travail d'analyse et de prise en compte et de compréhension. Et après, avec un groupe de travail, à l'aide dans un premier temps de cartes de type mind mapping, et après on est arrivé à un dispositif de type carte de métro, justement, pour permettre à tout un chacun de voir la vue hélicoptère, la vue d'ensemble, un petit peu comme ce dispositif-là, de l'ensemble de l'offre. Et surtout, n'oubliez jamais que quand vous êtes en visuel comme ça, en cartographie, chacun peut trouver son chemin. Et à la différence d'une image, où vous savez tous que le slogan classique « une image vaut 1000 mots », quand vous êtes en mise en scène évoluée, vous êtes devant un dispositif où une carte vaut 1000 chemins. C'est-à-dire chacun peut s'approprier, peut trouver son propre chemin. Et quand vous le regardez plusieurs fois, vous allez, si le dispositif est bien conçu, vous allez découvrir d'autres choses et d'autres chemins. Voilà, je vous remercie. Merci Claude. Merci Claude. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, avant qu'on partage aussi avec Caroline. Moi, est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, une question. À gauche. Ah, pardon, vous n'avez pas vu. Une question de madame. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour cet exposé. Une question peut-être un peu de béotienne. Est-ce que dans le travail que vous avez pu accomplir, vous avez qualifié, ou pu qualifier, ou est-ce que c'est exploratoire, le concept de données brutes? Et est-ce que les données que vous travaillez, malaxez, représentez dans ces exercices cartographiques, c'est essentiellement de la donnée quantifiée, chiffrée, ou aussi de la donnée textuelle? Les deux, je dirais même les trois. Ça peut être bien souvent, dans le groupe de travail, il y avait des gens qui manipulent des concepts de l'abstrait. C'est-à-dire il y avait un petit peu de tous les cas de figure. Et c'est justement l'intérêt. Et puis c'est aussi, quand on creuse bien, l'ambiguïté souvent derrière le terme big data. Est-ce que c'est uniquement du volume? Est-ce qu'on compte des unités d'œuvre? Ou est-ce que dans certains cas, et quand on est sur des choses de plus, des concepts, des choses finalement assez abstraites. Et quand vous regardez la littérature ou quand vous écoutez même des professionnels en parler, souvent c'est pas très clair. Et ça mériterait d'être clarifié encore une fois. Mais sachez que l'intérêt du groupe de travail qu'on avait, c'est qu'il y avait un petit peu tous les cas de figure dans ce que vous dites. Ah, une autre question. Sylvie. Salut Claude. Salut. Tu parlais pour la préparation de bruit. Je ne sais plus si tu peux retrouver le slide. Il n'y avait pas le mot silence. Or, nous, dans la profession, c'est justement une activité qui se développe depuis 15 ans. C'est la recherche de sources de données pour améliorer, je dirais, si on évalue le silence et pas que le bruit, il y a des besoins qui sont d'identifier des sources. Alors, je cite un exemple parce que je fais partie d'une association anglo-saxonne sur les données en sciences humaines et sociales. Et je me rends compte que sur la liste de diffusion, il y a énormément de questions qui sont posées pour récupérer des données, alors des données statistiques nationales, des données de toute nature, mais parce qu'il y a un besoin de visualisation à quelque part, et ils ont identifié, non pas le bruit, mais plutôt le silence. Or, dans ton panel, il n'y avait que marqué bruit et pas silence. Donc. Oui, je citais naturellement le bruit, parce que quand on entend parler du big data, le discours dominant d'un peu tout le monde, et pas seulement le discours marketing, c'est la promesse, c'est justement le big data, j'ai énormément de data, donc je le fais parler, et à la limite, le problème du silence, c'est pas grave, parce que quelque part, et je caricature à peine, c'est pallié par le fait que, comme j'ai beaucoup de volume, finalement, les zones d'ombre, etc., elles vont s'éclaircir par un coup de baguette magique. Donc, tu as tout à fait raison de souligner ça aussi, que ce n'est pas si simple. Donc là aussi, il faut démystifier. J'insiste quand même sur le côté data cleaning.
Parce que moi, j'ai eu une expérience qu'on a faite avec Christophe Tricot. On avait fait un concours à l'époque organisé par Google France, et c'était fin 2011, donc juste quelques mois avant l'élection présidentielle. Et le but, c'était c'était les premiers prémices des applications de type smartphone, etc., pour suivre des thèmes. Et là, c'était de faire un outil citoyen pour suivre comment ça s'appelle, les élections présidentielles. Et je la fais courte, mais en fait, à un moment donné, on voulait prendre pas seulement les flux des politiques, mais les flux de la presse. Pour les flux presse nationale, on n'a pas eu de souci parce qu'il y avait des flux spécialisés, des RSS spécialisés, Le Monde, l'Express, etc., qui avaient des flux dédiés à la politique. Par contre, on voulait aussi prendre en compte la presse quotidienne régionale. Et le problème, parce que notamment par manque de moyens, le flux était vraiment l'ensemble de ce qui était publié dans le journal. Et donc on a eu beau, et on s'est escrimé avec les algorithmes que mettait en œuvre Christophe, d'essayer d'avoir des filtres, des choses comme ça, on n'y est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait tellement de bruit, tellement de faux positifs, tellement de choses qui passaient que la mort dans l'âme, on était obligé de dire, ce robinet-là, on le coupe. C'est-à-dire que les sources PQR, si on le prend, ça dégrade tout. Mais pour ça, il faut prendre le temps, et il faut surtout non seulement faire de la critique interne, mais de la critique externe. C'est-à-dire, appuyez-vous sur des gens métiers, pas simplement un point de vue documentaire, en quelque sorte, regardez comment les algorithmes fonctionnent, etc., mais aussi la véracité, ça c'est toujours indispensable, de ce que vous avez comme résultat. Donc prenez quelqu'un dans le public réel, dans les gens métiers, parce que c'est l'expert qui tout de suite vous dira non, ça c'est pas bon, ça devrait pas être là, etc. Je voudrais quand même laisser la parole aussi à... Pour Caroline avec le data journalisme. Je ne sais pas si Caroline, vous souhaitez prendre la suite. Bonjour à tous déjà, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais prendre la suite et peut-être proposer une grille de lecture différente. Déjà, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Caroline, je fais partie des cofondateurs de DataVise. DataVise, on est un studio spécialisé dans ce qu'on appelle les interactions entre les humains et les données. Alors volontairement, on n'utilise plus uniquement le terme de visualisation de données pour qualifier notre activité. Et on préfère aujourd'hui utiliser ce terme interaction entre les humains et les données. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous, on voit notre métier comme un métier de médiateur entre de l'information qui est stockée sous ce format de données et qui la rend pour ce fait difficile à comprendre pour la grande majorité des individus. Donc une médiation entre des données et un public cible, donc des utilisateurs ou un public qui va avoir besoin de chercher de l'information, de communiquer de l'information, de travailler avec de l'information contenue dans ces données. Et notre métier, c'est d'imaginer comment on va faire cette mise en relation entre les deux. Alors cette mise en relation, au début, quand on commençait à pratiquer notre métier, c'était principalement un métier de traduction, c'est-à-dire traduire des données chiffrées dans un langage visuel. Ça, pour nous, c'est le métier de la visualisation de données. Et donc, c'est le métier qui consiste à spatialiser l'information, à étudier les métaphores visuelles, à trouver les meilleurs formats de représentation pour faire passer sous la forme visuelle, donc spatiale et visuelle, de l'information compliquée. Ce qu'on constate, ça fait 5 ans qu'on a fondé DataVise, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce métier de traduction, il ne s'arrête pas justement à la simple traduction données-visualisation. Il va plus loin, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui plus volontiers de médiation et d'interaction entre les humains et les données au sens large, parce qu'en fait, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les données, c'est une matière première qui est compliquée et qui porte aussi beaucoup d'enjeux aujourd'hui, et que le simple vecteur visuel ne suffit pas. En tout cas, nous, on travaille généralement sur des choses qui vont au-delà. Alors, je vais essayer de vous rebalayer un petit peu les différentes formes que ça peut prendre. Donc, bien sûr, la dimension visualisation reste très présente dans notre métier. Il y a une autre dimension qui est l'interactivité, c'est-à-dire au-delà de simplement ce qu'on voit, c'est comment on interagit, comment on manipule, comment on raffine, comment on plonge dans les données, comment on va chercher ce qui nous intéresse, et tous les différents verbes d'action avec les données. Et donc là, on peut travailler simplement sur la bonne interactivité d'un outil de visualisation de données, faire en sorte qu'il soit fluide, qu'il soit ergonomique, mais ça peut aller aussi plus loin, parce que parfois, l'enjeu, il est vraiment dans l'interaction. Alors, parfois, ça peut être le cas d'analystes
un petit peu spécialisés, par exemple des analystes marketing qui doivent vraiment trouver à l'intérieur de jeux très très volumineux là où sont les informations intéressantes. Et finalement, c'est pas forcément la visualisation qui va être le premier problème, mais plutôt la rapidité d'interaction. Comment on leur permet rapidement de balayer un grand nombre de croisements, de balayer un grand nombre de différents traitements qu'on peut faire sur les données. Et donc là, on va plutôt jouer sur comment l'interactivité et fluidifier ces interactions vont leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur métier et de voir des choses qu'ils ne verraient pas autrement, parce que quand il faut, un quart d'heure pour obtenir un résultat, on n'en fait pas 150, on n'en balaye pas 150, on ne fait pas 150 tests sur les données, alors que quand il faut une demi-seconde pour passer d'un résultat à l'autre, on va pouvoir explorer beaucoup plus en profondeur son jeu de données. Donc travailler sur l'interaction, à la fois pour que ce soit plus simple, plus facile à comprendre, mais surtout pour lever des barrières qui commencent à être liées à la densité des données ou au volume des données. Quand on se retrouve face à des très grands jeux de données, la rapidité d'interaction, la rapidité de manipulation devient clé. Donc voilà pour par exemple un deuxième axe, donc on avait la visualisation, on a l'interaction. Un troisième axe, ça va être tout ce qui va être information ambiante. Alors ici aussi, c'est pas exactement de la visualisation de données comme on peut le faire, c'est-à-dire on prend quelque chose de très signifiant, on va représenter des données avec des formes qui veulent chacune dire une quantité précise, une notion précise, etc. Ce qu'on appelle l'information ambiante, c'est le fait d'utiliser des supports d'information beaucoup plus ancrés dans le quotidien pour diffuser de l'information de façon à peine consciente. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas du tout à l'attention la plus élevée de l'utilisateur, on va au contraire jouer sur son attention un petit peu périphérique et on va, dans son environnement quotidien, insérer différentes sources d'informations auxquelles il n'est pas obligé de prêter attention, mais qui vont néanmoins être signifiantes pour lui. Donc ça va être, par exemple, utiliser différentes surfaces dans les villes pour présenter de l'information, et comme ça, les gens, quand ils passent en voiture, quand ils passent en métro, vont capter certaines informations sans forcément être obligés de se concentrer dessus. Donc c'est aujourd'hui très utilisé par la pub. Et ce qui est en plein développement aujourd'hui, c'est que ce soit utilisé aussi pour de l'information plus utile. Alors ça peut être la météo, ça peut être les horaires de prochain départ des trains, etc. Mais l'objectif, c'est de travailler sur des formats qui ne nécessitent pas de mobiliser son attention consciente dessus, mais qui peuvent être captés et un peu traités en toile de fond par notre cerveau sur des zones périphériques. Et donc là, c'est encore un autre format de travail. On n'est pas dans de la visualisation manifeste, signifiante. On est sur de l'information qui doit être ambiante. Donc ça, c'est une troisième dimension. Une quatrième dimension, ça va être la dimension automatisation de certaines tâches de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prévoit un outil, un dashboard par exemple, on va permettre aux utilisateurs qui consultent ce dashboard de regarder indicateur par indicateur, partie de l'organigramme par partie de l'organigramme et d'explorer successivement tous les résultats. Ça c'est bien, mais quand on se retrouve, en fait c'est toujours le même problème, quand on se retrouve face à des volumes de données plus importants, il faut avoir une démarche différente, où finalement on ne va pas forcément demander à l'utilisateur, voilà, vous avez toutes les données, elles sont bien présentées, elles sont agréables à consulter, elles peuvent même être rapides à consulter, mais néanmoins vous avez quand même toutes les données. Parce que parfois toutes les données ça représente vraiment beaucoup, et on a des utilisateurs qui n'ont pas forcément énormément de temps à accorder à cette tâche-là. Et donc parfois, un des enjeux, c'est de faire remonter automatiquement la bonne information. Donc ça va être en fonction du contexte, ça va être en fonction de différents algorithmes qui vont identifier quelles sont les variations les plus significatives, par exemple, ou quels sont les signaux qui se dégagent de ces jeux de données et les faire remonter automatiquement. Et donc ça, c'est un peu une quatrième dimension, celle qui va consister non pas à réfléchir à comment on visualise bien, ni comment on interagit bien, mais comment on fait remonter dans un panel d'informations très très vaste, uniquement celles qui intéressent l'utilisateur. Et pour le coup, ça va être très différent en fonction des utilisateurs. Donc là, c'est moins sur la visualisation que vraiment sur comment faire remonter les signaux. Et enfin, la cinquième dimension sur laquelle on travaille, et de plus en plus, c'est la dimension de la confiance. Et là, on travaille sur ce thématique-là dans le cadre finalement d'interactions avec des données, mais qui ne sont pas forcément destinées à vous informer en premier niveau, mais à faire fonctionner. Les données sont utilisées pour faire fonctionner tout un tas de dispositifs autour de vous. Donc ça peut être par exemple des objets connectés, donc tout ce qui peut avoir trait à la domotique. Dans votre maison, il peut y avoir des objets connectés qui ont un rôle qui n'est pas forcément celui de vous informer, mais qui peut être celui de vous aider à mieux consommer, régler automatiquement la température ou ce genre de choses.
Ces objets-là, ils utilisent des données, ils captent des données sur votre maison, ils utilisent des données, ils envoient des signaux, ils envoient des données. Et néanmoins, ces objets-là, aujourd'hui, la plupart du temps, ils se comportent un peu comme des boîtes noires. On a le même phénomène avec tout ce qui va être voiture connectée. Donc, une voiture connectée, c'est un dispositif utilisé par des humains et qui utilise énormément de données et d'algorithmes. Et pour autant, cette voiture-là, son rôle premier, ce n'est pas de vous informer, mais pourtant, elle utilise beaucoup d'informations et ces informations, elles sont pas claires, elles ne sont pas compréhensibles et ces voitures connectées peuvent se comporter aujourd'hui un peu comme des boîtes noires pour des utilisateurs qui ne les connaissent pas. C'est la même chose avec ce qui va se passer autour des smart grids, des smart cities. C'est-à-dire qu'on est en train de dessiner un paysage où de plus en plus de comportements, de fonctionnements, de dispositifs, d'objets fonctionnent en absorbant des données, en investissant, en les traitant. Il y a un enjeu, c'est que ces objets-là ne deviennent pas des sources de méfiance, des sources de crainte, des sources de défiance. Et pour ça, il faut que ces objets-là inspirent confiance. Il faut que ces objets-là, on n'ait pas l'impression que ce soit des boîtes noires, on ait l'impression qu'on peut les prendre en main, qu'on peut agir dessus, qu'on comprend ce qu'ils font. Et cette dimension-là, d'inspirer de la confiance dans les différents dispositifs qui utilisent des données et qui s'adressent aux humains, c'est aussi un métier à part entière. Ça passe par le design de ces interfaces, le design de ces dispositifs qui doit montrer comment ces données sont utilisées, pourquoi faire, sans forcément donner tout le détail de tout l'algorithme à un utilisateur final. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'inspirer confiance dans ces interactions avec ces objets, ou avec ces villes connectées, ou avec ces smart cities, ces voitures connectées, etc. Ça, c'est le dernier axe sur lequel on travaille, le dernier axe, c'est-à-dire le plus récent des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais qui commence à se développer de plus en plus. Donc voilà, visualisation, interaction, information ambiante, automatisation du traitement et confiance, c'est les 5 axes aujourd'hui dans notre scope des interactions homme-données. Voilà. Intéressant, moi je rebondis sur la notion de confiance. Ça me rappelle une anecdote que je suis en train de vivre dans mon entreprise. On est en train de déménager dans les nouveaux bâtiments où on nous explique qu'avec nos téléphones mobiles, on va être tracé, on pourra réserver des salles de réunion, savoir où on est, etc. Et en fait, la question de la confiance, c'est pas le fait que le système il nous trace, mais c'est le fait que l'utilisateur il sache où sont ces données, où elles vont, combien de temps elles sont gardées, qu'est-ce qui est gardé, etc. Et qu'il puisse y avoir accès aussi bien que réserver une salle de réunion. Donc ça, c'est un élément qui est important. Je ne sais pas si, Claude, tu voulais dire un truc sur le... Oui, juste un truc, rebondir également sur la notion de confiance, parce qu'on a parlé big data, on a parlé algorithmes, etc. Bon, je suppose que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe en ce moment autour de Volkswagen, qui est effectivement un sacré problème, parce qu'on est de plus en plus environné d'algorithmes. Les algorithmes, derrière la promesse du big data, ben voilà, il se passe des choses, il y a des décisions qui sont prises de gré haute force, certaines sympathiques, d'autres moins sympathiques. Donc il y a vraiment un problème sociétal énorme qui se pose de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Et je pense que qui les contrôle, le problème d'ouverture, le problème d'organismes de contrôle, éventuellement d'open access, etc. Je pense que le cas Volkswagen a été très très pédagogique comme ça. Tout le monde a vu qu'il y avait un vrai problème et tout le monde a découvert ce qu'on n'avait absolument pas idée, qu'en fait, grosso modo, dans une voiture, une berline un peu haut de gamme ou même moyen de gamme, bah, il y a pratiquement plus de lignes de code que dans un Airbus A380, ce qui est quand même assez, assez contre-intuitif. Je ne sais pas s'il y a des... Sinon, je voudrais juste dire un mot par rapport à ce qu'a dit Caroline, c'est qu'il n'y a pas de souci, il y a vraiment un continuum, hein, c'est-à-dire que dans ce que Caroline a exposé, effectivement, nous, on n'a pas couvert l'ensemble des possibles, mais je pense qu'il est tout à fait... Moi, je m'y suis reconnu et je n'ai pas eu de problème ou de point de blocage à suivre le raisonnement. Autre point aussi, le terme visualisation est effectivement facile à utiliser et doit être utilisé. Il ne faut pas le réifier non plus, hein, puisqu'en fait, derrière le terme visualisation, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment que ce soit des dispositifs qui optimisent le fonctionnement, la cognition, le fonctionnement du cerveau, etc. Donc la visualisation, c'est vraiment un moyen et pas un but, ou pas uniquement un but. Oui. Je voulais simplement faire
un petit commentaire sur la confiance et surtout, je pense que le grand enjeu va être la sécurité de ces objets connectés. On voit qu'on arrive à prendre à distance le contrôle d'une voiture, par exemple, comme ils ont fait des tests aux États-Unis. Donc je pense que ça va être véritablement l'enjeu, même pour tous les objets connectés dans une maison, qui va prendre la main sur ces données, sur cette sécurité aussi que cela comment dirais-je, inclut. Voilà. Ça entre en effet dans le design d'un produit et d'un service aujourd'hui de façon très présente. Et justement, penser un objet connecté, penser un service qui utilise des données de façon à ce qu'il soit par design, comme on dit, sûr, et de façon à ce que par design, il intègre la protection des données de ses utilisateurs. C'est des thématiques qu'on retrouve aujourd'hui quand on voit des lancements de produits, de nouveaux services. Ça va être présenté comme un avantage compétitif de certains acteurs, de dire que voilà, nous, de façon volontaire, depuis le début, ça fait partie des grands axes de la conception de notre produit ou de notre service. On protège les données de telle façon, on ne stocke pas ou on anonymise, etc. Et donc, ce qui est plutôt bon signe, c'est que ça devient presque un argument marketing, comme un élément de différenciation de certains produits ou de certains services, que d'intégrer ces problématiques-là. Et après, tout dépend comment, justement, ça va se développer, mais la prise de conscience large des citoyens sur ces thématiques-là, et c'est aussi notre rôle d'éduquer le plus grand nombre autour de ces questions, va faire qu'il va y avoir une pression des utilisateurs autour de ces sujets, et que justement, à l'avenir, on peut espérer qu'un produit ne puisse plus sortir sans avoir un certain nombre de garanties à proposer sur ces sujets, parce que sinon, il sera délaissé par les utilisateurs. Tout dépend de notre capacité à faire la pédagogie de ces sujets-là pour qu'ils deviennent réellement importants dans les choix de consommation. Juste un petit commentaire, il y a une loi qui s'appelle pompeusement République numérique, qui sort en ce moment et qui est mise pour la première fois en France en contribution et en étude et qui concerne complètement ces sujets. Je me suis d'ailleurs posé la question sur les gens du marketing qui utilisaient des données où là ce sera maintenant interdit, c'est-à-dire de lire certains messages de façon sans l'annoncer officiellement aux gens qui ont publié ces informations. Donc il y a quand même effectivement des éléments qui peuvent être importants pour ceux qui produisent ce genre d'outils, avec des contraintes associées, et puis pour le citoyen ou la personne qui émet des informations, où il faudra le faire aussi dans un cadre pour pas qu'il y ait une dérive. Mais pendant 3 semaines, le texte est en libre accès et en libre commentaire, et on peut aller regarder les parties qui nous concernent sur la sécurité des données personnelles, bien évidemment, et sur le traitement pour les flux d'informations, sur la façon de capter les données. Donc il y a des points aussi importants. Dans cette mouture, il serait dit que Google et Facebook n'auraient plus le droit, par exemple, de lire vos mails. Oui, notamment, je parle, oui, certes, mais je parle. Problématique intéressante. D'autres questions, d'autres interventions? S'il n'y a pas de questions, moi j'en avais une, c'était sur la façon de fabriquer les données, parce que finalement, derrière le cas de Volkswagen, est-ce que une des évolutions, ça ne serait pas de standardiser ou de normer la façon de fabriquer les données qui vont être exploitées en visualisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, on n'aurait pas mieux à faire à fabriquer ça? Vaste programme, comme aurait dit l'autre. Déjà, on a entendu parler du web sémantique et tout ça, c'est-à-dire justement de normaliser un petit peu la production de toutes les informations et tout. Quand on regarde, il y a eu quelques avancées, mais c'est essentiellement, les notices bibliographiques, ça c'était déjà fait, encore que, mais des choses comme normer les adresses ou les choses comme ça. C'est-à-dire c'est le genre de choses où on peut intellectuellement facilement l'imaginer. Après, il y a un tel niveau de travail, il y a tellement d'intérêts contradictoires et derrière de positions pas toujours dominantes, etc., que c'est loin d'être évident à réaliser. Mais j'ai bien aimé effectivement le rappel sur la discussion sur la loi qui pour une fois a été ouverte, etc. Mais je pense que le côté fermé, propriétaire des algorithmes, ça c'est un sacré problème.
D'autres questions? On arrive à la fin de notre temps. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Oui, questions? En fait, il me semble qu'on est dans une problématique qui est ambivalente. D'un côté, il y a la question de la sécurisation des données, de la protection du citoyen, quel qu'il soit. Et notre travail, nous, en tant que bibliothécaires et documentalistes, c'est d'aider à ça. Et de l'autre côté, c'est la recherche et l'exploitation des données au service soit des citoyens, soit des autres, mais d'analyser ça. Donc on a aussi, nous, à la fois une tentation d'ouverture de boîte de Pandore et un devoir de réserve aux citoyens. Il y a le vrai mot pour moi, c'est la pédagogie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on développe une meilleure culture des données, une data literacy, comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire une meilleure capacité à lire, à comprendre, parler le langage des données, que ça ne devienne plus une matière première que seuls quelques experts soient capables de travailler, mais vraiment quelque chose que chacun peut apprendre à maîtriser, à différents niveaux, bien entendu. Et ça passe bien sûr par créer les bonnes interfaces, les bonnes visualisations, les bons outils, mais ça passe aussi par une formation au sens large. Ça devrait rentrer dans la culture générale que d'avoir une sensibilité, une bonne sensibilité à ces sujets-là, et une bonne connaissance des enjeux, des dangers, etc. Que ça devienne quelque chose avec lequel le plus grand nombre soit à l'aise. C'est vraiment important parce que c'est les fondements de ce sur quoi repose notre société de l'information aujourd'hui. Donc le rôle d'assurer cette pédagogie doit être réalisé par un certain nombre d'intermédiaires. Donc bien sûr peut-être à l'école ou bien sûr toutes les instances en charge de la formation, mais je pense aussi à terme les gens qui étaient traditionnellement chargés d'être des gardiens de l'information ou en tout cas des médiateurs de l'information vont aussi avoir ce rôle de faire cette pédagogie-là. Pour la faire courte, aujourd'hui, il y a tout un mouvement par rapport aux établissements d'enseignement, dans les petites classes et tout ça, de dire il faut apprendre aux mômes à coder, peut-être, mais juste derrière, la data literacy est au moins aussi importante, voire plus importante. Sur le mouvement, sur la double tension entre les données, est-ce qu'elles sont open ou pas? Moi, je rappelle que quand même tout le mouvement open law, qui dans le domaine des données publiques, des données juridiques, etc., est quand même sacrément intéressante à suivre. Je rappellerai quand même que par exemple les licences de copyright, les open, je ne me rappelle plus le terme exact, mais je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire la capacité, par exemple, si vous mettez en ligne quelque chose sur le web, d'avoir un copyright, mais le copyright, il dit tout simplement, voilà, c'est ma propriété, vous pouvez le réutiliser tant que vous voulez, à condition de me citer, et à condition de ne pas en faire une voilà, c'est ça, de ne pas en faire une utilisation commerciale. Donc on voit qu'il y a des choses très simples, qui à la fois sont toujours dans le monde traditionnel, etc., parce que c'est un respect du droit d'auteur, et en même temps, on s'est complètement adapté à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour exister et pour se développer, il faut pouvoir publier des choses et être connu et exister sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'il y a des solutions pour résoudre ce problème entre ces deux tensions, à la fois le côté je protège les données et en même temps je les ouvre. Je prends une dernière question, s'il y a... Ah, une dernière question. Bonjour, ça marche? Oui, c'était une question plus pour Caroline Goulard. La société Database est récente, puisque vous avez parlé qu'il y a 5 ans, je crois qu'elle a été fondée. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était quels étaient les parcours de formation, comment vous êtes arrivé à avoir cette idée de créer cette boîte qui est relativement récente. Donc, de quel monde vous venez? Alors, de mondes différents selon les associés fondateurs. Moi, je viens du monde de l'information et des médias. J'ai étudié à Sciences Po, j'ai fait du management des médias, j'ai fait beaucoup de stages en rédaction. Et puis, je me suis intéressée au sujet du journalisme de données.
ce qui m'a amené à me confronter à ces sujets et à les trouver très intéressants. Je m'ai voulu continuer à travailler sur ce sujet-là. Donc j'ai travaillé à la fin de mes études sur un projet de fin d'études lié au journalisme de données. Dans ce cadre-là, je me suis dit qu'il allait falloir que je rencontre d'autres métiers, parce que c'est typiquement le type de projet qu'on ne peut pas faire avec que des compétences sorties de Sciences Po. Et donc j'ai rencontré comme ça mes associés, donc, qui eux étaient étudiants dans une école plus technique, donc une école des métiers du web qui s'appelle l'ETIC, et qui avait donc des parcours différents à l'époque. Ils étaient en formation pour devenir architecte de l'information, développeur, statisticien. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet de fin d'études en faisant un projet pédagogique entre les deux écoles Sciences Po, j'étais à Rennes, donc Sciences Po Rennes et puis l'ETIC. Ce qui nous a amené à découvrir ce sujet, à poser les premières bases, à nous former, à apprendre à travailler ensemble. Et puis le projet s'est bien passé, on a eu pas mal d'encouragements, des premières personnes qui se sont présentées comme clients, et on a commencé comme ça, et on a continué à recruter ensuite les compétences nécessaires pour faire bien ce métier, donc des designers, des spécialistes de l'expérience utilisateur, etc. Voilà. Est-ce que l'un de vous deux veut faire un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive à l'heure? Non, moi je crois que l'essentiel de la conclusion, c'est plutôt à la salle, à vous de la donner tout un chacun. Je pense qu'on va pouvoir, et l'un et l'autre, là je pense qu'il va y avoir une pause, donc on sera éventuellement disponible pour d'autres questions, et continuer à discuter si ces thèmes vous intéressent. Bon, et ben, en tout cas, je remercie vraiment nos deux interlocuteurs pour la densité et la qualité de leur prestation. Merci à vous. Donc là, Nathalie, on est en pause jusqu'à à peu près 11h. Donnez vos pouvoirs si vous en avez, ou les signaler. Merci. Je vous remercie encore de votre intervention. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je repars avec aussi cette idée de où peut-on se former en tant que data scientist. Je ne sais pas encore s'il y a des formations là-dessus, mais je me pose vraiment la question.